Les banques alimentaires en Belgique, une algue pour lutter contre la malnutrition dans le monde. Bonjour et bienvenue dans ce 6e numéro de votre magazine hebdomadaire 7 sur 7. Pour commencer, direction l'Italie, qui cette semaine a tremblé dans l'horreur. 267 morts, 387 blessés selon le dernier bilan du séisme qui a détruit mercredi plusieurs villages dans le centre de l'Italie. Jeudi soir, le gouvernement italien a proclamé l'état d'urgence dans les régions touchées et débloqué une première enveloppe de 50 millions d'euros. Un nouveau plan de prévention antisismique a été annoncé après les interrogations posées suite au lourd bilan dans une région que l'on savait pourtant à risque. L'Italie, où la terre a continué de trembler dans la nuit de jeudi à vendredi, selon le Centre national des séismes, plus de 40 secousses, dont une série d'une magnitude supérieure à 3 sur l'échelle ouverte de Richter. Mercredi en Italie, quelques heures plus tard en Birmanie, les séismes peuvent faire des dégâts redoutables et des victimes par milliers. Mais comment et pourquoi ces phénomènes naturels ont-ils lieu? Un sujet de Louise Van Gulik et Nicolas De Keuster. Chaque année, notre planète est soumise à de nombreux tremblements de terre, un peu partout dans le monde. Mais quelle est la cause de ces tremblements de terre? En fait, un tremblement de terre, c'est le mouvement relatif de deux blocs de la croûte terrestre de part et d'autre d'une limite entre ces blocs qui est appelée faille. Et pour un petit tremblement de terre, ça va être un mouvement relatif de deux petits blocs, tandis qu'un plus grand tremblement de terre, les dimensions du bloc vont augmenter. En Belgique, de très forts tremblements comparables à celui en Italie ou de Birmanie n'existent pas. Néanmoins, si vous y êtes confronté un jour, voici les réactions à avoir. Si on a un tremblement de terre de magnitude 5.5, qui est en fait un petit déplacement relatif de deux blocs sur une échelle de 4-5 km, et sachant que la rupture du tremblement de terre, c'est-à-dire la progression du mouvement des deux blocs l'un par rapport à l'autre, se propage à une vitesse de 2 km par seconde, ça veut dire que la durée de la secousse à l'épicentre va être de l'ordre de 2-3 secondes. Là, vous n'avez le temps de rien faire. La seule chose que vous pouvez essayer de faire, c'est vous mettre en dessous d'une table, en dessous d'un chambranle de porte, ou si vous êtes à l'extérieur, bien vérifier que vous n'êtes pas proche d'une maison. Et on retrouve notre journaliste Louise Van Gulik en duplex de l'Observatoire royal de Bruxelles. Louise, concrètement, la science peut-elle prévoir les tremblements de terre ? Alors prévoir, il y a différentes réponses. On n'aurait pas pu prévoir une semaine à l'avance qu'il y aurait un séisme en Italie de magnitude 6.2, mais par contre on savait très bien que la zone était active et que dans un laps de temps entre 10 et 100 ans, on pouvait prévoir ce tremblement de terre. Sommes-nous exposés à un risque majeur de séisme en Belgique? Alors vous serez étonnés parce qu'en Belgique on recense entre 60 et 70 tremblements de terre, mais je vous rassure des tout petits. Merci Louise. Et pour clôturer ce sujet, sachez que la Croix-Rouge de Belgique a ouvert un appel aux dons sur le fonds d'urgence BE 72 8x0 L'entièreté des sommes récoltées sera reversée à la Croix-Rouge italienne. Petit déjeuner, dîner, souper, une nécessité pour tous, mais malheureusement au quotidien, tout le monde n'a pas accès de la même manière à l'alimentation. Pauvreté et situation précaire gangrènent de plus en plus nos sociétés. Comment pallier à cette souffrance qui souvent est couverte de l'ombre de la honte et de l'orgueil blessé? En Belgique, depuis 1985, des banques alimentaires ont été créées pour tenter de répondre à ces besoins essentiels, souvent produits d'âmes charitables issues de la société civile. Elles ont souvent un rôle essentiel dans l'aide sociale et donc soutenues par le pouvoir public. Un sujet d'Antoine Moll et Nicolas De Keusters. Depuis 1985 et la création de la première banque alimentaire belge, la demande en aide alimentaire a considérablement augmenté, et plus particulièrement après la crise économique de 2008. Ainsi, en 2015, c'est plus de 130 000 personnes qui ont fait appel à cette aide, car ils ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins en nourriture. La banque alimentaire de Tournai-Mons-Borinage, située à Froyenne, a par exemple distribué en 2015 plus de 1700 tonnes de denrées et s'attend à une croissance importante de la demande pour les années à venir. Les banques alimentaires sont principalement fournies par le don, les surplus de certains producteurs ou encore des accords avec des enseignes de la grande distribution qui fournissent également leur surplus de stock. Ces marchandises sont reconditionnées dans le respect minutieux de la sécurité alimentaire avant d'être réparties dans les différents points de livraison situés un peu partout dans le pays. Ces points sont principalement gérés par les CPAS, mais aussi par des ASBL comme l'Estrella située à Moucron.
On le voit, elle répond à un besoin qui est extrêmement important, vraiment ce qui est distribué, le nombre de familles, à la fois le réseau des associations. Il y a vraiment un grand nombre de personnes qui, pour leur quotidien et pour un besoin aussi élémentaire que celui de manger chaque jour, ont besoin des banques alimentaires. Donc c'est vraiment un rôle tout à fait primordial et un rôle central que jouent les banques alimentaires en général et celles-ci en particulier. Les banques alimentaires, qui à leur création étaient des initiatives plutôt discrètes, ont avec le temps été obligées de faire appel au pouvoir public afin de travailler avec eux pour faire face à la constante croissance de la demande en aide alimentaire. On l'a bien vu dans les exposés ce matin, il y a de plus en plus de personnes qui s'adressent aux banques alimentaires, plus de 130 000 aux 9 banques alimentaires. Et d'autre part, elles travaillent, ces banques alimentaires, en lien avec toute une série d'autres institutions, que ce soit les CPS, que ce soit aussi le réseau associatif. On a visité une association ce matin. Et elles sont soutenues, ces banques alimentaires, à la fois par le secteur public, c'est le FEAD, donc le Fonds européen d'aide aux plus démunis, un peu plus de 13 millions d'euros de budget annuel pour acheter des vivres qui sont distribués aux personnes, aux familles. Cette augmentation importante de la demande et la dépendance de plus en plus grande de nombreuses personnes à l'aide alimentaire pose question, alors que le programme individuel d'intégration sociale promu par Willy Borsu sera effectif dès le 1er septembre. Pour rappel, ce programme vise à accompagner les personnes touchant le revenu d'intégration sociale afin de les aider à se réinsérer dans la société, que ce soit par des formations, des travaux d'intérêt généraux ou des ateliers visant à resocialiser les personnes touchant le RIS. Néanmoins, ce revenu pourra être suspendu pour une durée de 1 à 3 mois si le bénéficiaire du RIS ne respecte pas les obligations de son pacte individualisé. Une situation qui pourrait faire perdre leur seul revenu à des personnes démunies qui seraient alors obligées de se tourner vers l'aide alimentaire. Un cas de figure que le ministre estime peu probable. Franchement, je crois que la sanction sera vraiment dans des cas absolument minimes, absolument mineurs et peu nombreux. Le but n'est pas la sanction, mais on sait que par rapport à des personnes qui vraiment ne voudraient pas, même après les rappels, même après l'accompagnement social, faire le minimum d'efforts, on sait qu'il faut quand même des sanctions. Les droits, bien sûr, doivent être respectés, mais ça entraîne des devoirs. Mais donc, on pourrait imaginer, pour répondre à votre question, qu'à la marge, quelqu'un qui soit privé de son revenu d'intégration, soit alors, forcément parce qu'il a besoin d'aide matérielle, il a besoin de vivre, soit alors amené à se tourner vers l'aide urgente ou vers l'aide alimentaire. Mais franchement, je ne m'attends pas à un mouvement significatif. Si c'est le cas, ce sera de façon totalement marginale. Et puis, je le rappelle, le but des PIS, c'est d'aider les gens. C'est d'aider les personnes à revenir sur le chemin de l'autonomie personnelle. Et c'est vraiment l'objet qui va tous nous mobiliser, moi comme ministre de l'intégration sociale, mais aussi les acteurs sociaux, les CPS et d'autres services. Un fait qui ne pourra se vérifier qu'au bilan de l'année prochaine, une fois les statistiques de 2016 sur l'aide alimentaire publiées. Nos régions sont loin d'être les seules soumises à la pauvreté. Dans le monde, la famine et la malnutrition font des ravages. 795 millions d'humains en souffrent quotidiennement. Et si la conquête de Mars pouvait aider à régler ce fléau? Un sujet préparé par Louise Van Gulik et Vincent Claus. Une personne sur 9, soit 795 millions de personnes, souffrent de la faim dans le monde. Au Congo, 6,5 millions de personnes souffrent de malnutrition. Et c'est dans ce pays que le Centre d'études de l'énergie nucléaire a lancé le projet Inspiration en association avec l'ONG Congo Dorpen. Son objectif est développer la culture de spiruline. Donc la spiruline, pour le dire simplement, c'est un organisme qui se situe un peu entre les bactéries et les plantes. Donc ça veut dire que ça va faire de la photosynthèse, à partir du CO2 et un peu de nutriments. Donc ça va produire de la nourriture. Et le côté bactérien, c'est qu'elle va se développer très rapidement, dans des conditions qui sont relativement faciles à mettre en place. Cette petite algue ne paye pas de mine, mais elle regorge de bienfaits. Les avantages, c'est que c'est un très bon complément alimentaire. Donc le contenu en protéines est de 65-70%. On a aussi des acides gras essentiels, on a des vitamines et aussi des minéraux. Donc comme on peut la mettre en culture relativement facilement et de manière assez abondante, tout cet aspect nutritif est très, très important. Du coup, nous, on apporte quelque chose qui serait 60-70% de protéines. Donc l'avantage se situe à ce niveau-là. Il y a une 50aine de familles qui vont être prises comme test pilote, donc au niveau du village de Moto, qui est tout près du centre de développement. Quand on sera ça au point, si on voit que
positif et que ça marche bien, alors on va étendre aux villages, aux villes environnantes. Ce ne sera pas de la production industrielle. À la limite, chacun aura son bassin dans sa cour et il pourra, en optimisant les conditions de production de rendement, avec 1 mètre carré de surface, vous pourriez produire ce qu'a besoin une personne adulte. Donc je dirais avec une famille moyenne dans la région où nous sommes, c'est 6 personnes, donc 6 mètres carrés, et ils pourront avoir l'additif qu'ils ont besoin tous les jours en allant récolter ça dans leur bassin. Donc ça, c'est l'idée. Le projet Inspiration pourrait permettre à chaque famille d'avoir sa propre production et dans le futur de s'étendre à d'autres régions. C'est en préparant un futur voyage sur Mars qui devrait durer entre 2 et 3 ans que le SCKCEN découvre la spiruline. Des études ont montré qu'elle est le produit idéal pour la vie confinée dans un vaisseau spatial puisqu'elle produit de l'oxygène, absorbe le CO2 et est un excellent complément alimentaire pour les astronautes. Mais avant de conquérir la planète rouge, espérons qu'elle permettra de pallier à la faim. Et avant de se quitter, le clin d'œil de la semaine souligne le retour dans les bacs de Céline Dion avec un nouvel opus, Encore un soir. La chanteuse québécoise, à plus de 230 millions d'albums vendus à travers le monde, vous invite à vivre en chanson une nouvelle page de sa vie après le décès de son mari, manager et Pygmalion, René Angélil. Céline Dion clôture aussi sa tournée estivale avec 28 concerts à guichet fermé qui l'ont emmenée en Belgique, France et Canada. Elle remontera sur les scènes du Caesars Palace à Las Vegas en septembre où la star est sous contrat jusque 2019. Voilà ce qui clôture cette nouvelle édition du 7 sur 7. J'ai été ravi de vous retrouver. Vos commentaires et vos messages sont toujours les bienvenus à l'adresse mail 7sur7@crdi.tv. Et puis bien sûr, l'actualité en continu, c'est par le biais du compte Twitter CRD News. Bon week-end et à bientôt. Encore un soir, encore une heure.